Bonsoir, merci d'être avec nous sur le grand rendez-vous. Ici, on décrypte, on analyse et on commente tout avec nos invités. Merci donc d'être là pour ne rien rater du débat. Au sommaire, le dossier fermeture des frontières, de nouveaux épisodes dans le différend diplomatique entre le Bénin et le Niger. À la manœuvre, pour tenter d'apaiser les tensions, Nicéphore Soglo et Boni Yayi, les deux ex-présidents béninois, ont pris sur eux l'initiative d'une médiation entre les parties en conflit pour un retour à la normale des relations. De cette démarche, on en parle. À suivre les élaborations de nos invités en plateau sur l'implication en général des anciens chefs d'État dans la gestion des crises. Comment s'y prennent-ils? Dans quelles proportions peuvent-ils le faire et pour quels résultats? Sur le grand rendez-vous, on pose le sujet et on fait le débat. Dans le cours de ce grand rendez-vous, nous aborderons la thématique sur les rôles des anciens présidents dans la gestion des crises en interne comme à l'international. Le coup de pouce de Dieudonné Nicéphore Soglo et Boni Yayi à Talon et Tiani réussira-t-il à faire lever les barrières? Notre invité, Salif Désiré Baloui, professeur titulaire de chaire en anglais linguistique appliqué, expert en communication publique. Il nous répondra en toute franchise. Et bien avant, dans l'œil de l'expert, parole au consultant d'Idenu Steve Coton, juriste internationaliste, avec notre spécialiste en gouvernance démocratique. Il s'agira de définir l'implication des anciens présidents dans la gestion des crises. Nous aurons avec lui des précisions sur les principes et la pratique en la matière. Tout de suite, les points de vue de nos analystes. On entame l'édito de Omar Salouf. Ici, le point de vue de chacun compte, ça vous le savez. Merci d'être là, Rudolf Karl, bonsoir. Bonsoir à vous, Christian Danridjan, bonsoir au plateau et aux téléspectateurs qui nous suivent. Merci, vous êtes analyste politique. Bonsoir également à vous, Omar Salouf. Bonsoir Christian Danridjan, bonsoir aux amis téléspectateurs. Dans un instant, on vous retrouvera dans l'édito du jour. Paul Amoussou, bonsoir. Bonsoir Christian, bonsoir aux amis téléspectateurs. Le directeur de publication du journal La Nation, merci d'être au rendez-vous du grand rendez-vous. Bonsoir à vous, Hamza Tablaï. Bonsoir. Merci. C'est un plaisir. Vous êtes, on le rappelle aux téléspectateurs, que vous êtes consultant politique et géopolitique et que vous êtes également un expert en diplomatie. Merci. Alors, Omar Salouf, c'est avec vous que nous démarrons. Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi, les voir dans cette posture de médiateur, d'apaisement des tensions, de rapprochement et de rétablissement des relations entre le Bénin et le Niger, ça vous enchante? Oui, Christian. Dans la tradition africaine, les aînés jouent un rôle prépondérant et de médiation dans la gestion des crises, qu'elles soient entre individus ou entre communautés. Malgré la modernité qui s'est emparée de plusieurs de nos réalités originelles, cette démarche de médiation garde toujours son sens et son importance. Sur le terrain politique, au Bénin comme ailleurs, les anciens chefs de l'État sont souvent sollicités dans la résolution des crises pour que prime l'intérêt général. Les relations entre le Bénin et le Niger voisin se sont refroidies ces derniers mois. La crise prenait une allure inquiétante, mettant en péril la fraternité séculaire entre les deux peuples. L'écosystème économique alimenté depuis le port de Cotonou jusqu'à Niamey est fortement éprouvé avec des milliers de Béninois dépourvus du gagne-pain. Longtemps espéré sur ce chantier de rétablissement des relations et de l'ouverture des frontières, les deux anciens présidents béninois, Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi, ont enfin pris leur bâton de sage. Que cela relève d'une initiative personnelle ou pas, la démarche de nos anciens présidents est fortement louable. De retour du Niger, ils ont été reçus par le président Patrice Talon qui donne ainsi une grande leçon d'humilité à celles et ceux qui pensent qu'on est assez fort pour régler ces problèmes seuls. Encore qu'ici, la crise entre le Bénin et le Niger n'est pas un problème qui concerne Patrice Talon seul. Tous les Béninois sont affectés d'une manière ou d'une autre.
Cette crise, une fois résolue, donnera un soulagement à tous des deux côtés des frontières. L'intérêt supérieur de la nation est ainsi mis au-dessus des égos personnels alimentés par les colorations politiques. Oui, les anciens présidents Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi ne sont pas du même bord politique que le président Patrice Talon, mais au nom des intérêts des Béninois, ils se sont mis ensemble. Au-delà de la crise entre le Bénin et le Niger, la participation aux médiations à l'interne comme à l'extérieur de nos anciens présidents de la République doit être constante. Le patriarche Nicéphore Dieudonné Soglo et Boni Yayi sont désormais revêtus de leur manteau de sages. Indépendamment de leur posture politique, ils se doivent de calmer le jeu quand il le faut, d'être à l'écoute de tous, sans pour autant porter entrave aux actions du président de la République et de son gouvernement. Soglo, Yayi, Talon, ce n'est pas un trio d'attaque, c'est une ligne de défense solide des intérêts du peuple béninois, tout en respectant les rôles que confère à chacun la loi fondamentale et sans non plus piétiner les principes de bon voisinage avec les pays frères. Leurs actes doivent désormais converger à rendre davantage fiers les Béninois. Ils doivent travailler ensemble pour que triomphe le Bénin. Voilà. C'était donc l'édito Omar Salouf. Merci beaucoup. Le débat est ainsi ouvert. Oui, la crise diplomatique, la tension diplomatique entre le Bénin et le Niger, on en parle depuis plusieurs mois, mais ce feuilleton continue avec de nouveaux épisodes. C'est Boni Yayi, c'est Nicéphore Dieudonné Soglo, deux anciens présidents béninois qui sont entrés dans la scène et qui essaient de rapprocher les différentes parties. C'est à quand la fin, on se pose la question. Alors vous vous posez la question de savoir quand est-ce que ça va prendre fin, ce feuilleton? J'espère bientôt, parce qu'il nous faut bien sortir de ce cul-de-sac. On parle de quoi? De situation de crise entre deux pays frères, entre deux peuples frères, et c'est dommage, on ne peut que s'en désoler. Et donc toute initiative contribuant à sortir de cette impasse, de cette situation qui nous met tous mal à l'aise, est heureuse, toute initiative est heureuse de dégel. Il faut la considérer comme telle et l'apprécier, s'en féliciter. Et donc que nos anciens chefs d'État viennent à prendre le bâton de pèlerin est salutaire également, parce que vous savez, c'est nos officiers de réserve. Et pour avoir exercé d'aussi lourdes responsabilités, on a encore grâce au fait de l'alternance démocratique chez nous, encore deux grands officiers de réserve. Et donc c'est heureux qu'ils interviennent pour faire dégeler ce genre de situation de crise éventuellement. Et donc moi je m'en félicite. Mais comme on dit chez nous, lorsque vous tombez, il faut aller voir où vous avez trébuché. Et je serais heureux de voir d'où proviennent cette situation de crise. J'espère qu'on va... Alors on va revenir, et c'est la question que nous allons faire à Hamzat Abdoulaye. Oui, cette crise, on se rappelle, c'est cette réunion, ce sommet de la CEDEAO qui a décidé de la fermeture des frontières avec le Niger en son temps, après le coup d'État de juillet 2023. Mais devait-on s'attendre à voir le Niger, après quelques mois, se retrouver à fermer ses frontières avec le Bénin, alors que c'était une décision communautaire qui a été prise en son temps? Oui, une décision communautaire, mais sur une base individuelle du chef de l'État béninois, qui a mis en avant son image, qui a mis en avant des propos. C'est vrai, c'était une décision multilatérale issue de ce sommet de la CEDEAO,
Mais dans le fond, le traitement était différent. Quand je dis différent, suivez mon regard. Le Nigeria fait partie de la CEDEAO. Le Togo également est membre intégrant de cette communauté des États d'Afrique de l'Ouest. Mais vous allez constater qu'il y a eu différents traitements à différents niveaux, entre juillet et septembre et entre septembre et janvier. C'est de différents traitements. Et j'isole le Nigeria qui a vu également les frontières fermées avec le Niger, qui a eu un chef d'État qui a eu des propos également similaires à ceux du chef de l'État béninois, mais qui derrière a activé une diplomatie qui consistait à continuer à échanger avec la partie nigérienne, une façon de fermer les portes, mais de continuer à ouvrir les fenêtres et les volets. Donc ça montre quelque part que la diplomatie, ce n'est pas un art qui s'acquiert du jour au lendemain, c'est un travail permanent et perpétuel. La deuxième chose, c'est que le Nigeria, malgré les propos du chef de l'État, a médiatisé son Assemblée nationale qui a refusé littéralement d'attaquer le Niger si éventuellement l'éventualité était sur la table. Mais je pense que c'est à ce niveau que le Bénin a failli dans la démarche. Dans la démarche, en tout cas, c'est une faillite. Vous allez réagir. On va le permettre avant, parce que qui ne continue son développement, permettez-moi de relever. Vous parlez de propos dangereux du chef de l'État, lesquels, par exemple, vous parlez de dispositions individuelles. Non, laissez-moi vous rappeler les faits. Il s'agit de... À aucun moment, le chef de l'État béninois ne s'est projeté par sa personne ou ayant pris des dispositions particulières autres que celles décidées par l'instance régionale. Et moi, contrairement à vous, je dirais que le Bénin paie là le tribut de quoi? Du bon élève, dans l'esprit communautaire tel que voulaient les pères fondateurs. Moi, j'étais il y a 3 ans, je crois, au Burkina, à une réunion de l'UEMOA, je crois, et le Bénin a été distingué comme étant un très bon élève, le meilleur élève de la sous-région, dans la mise en œuvre des dispositions décidé par les instances sous-régionales. Et donc, je dis, le Bénin paie peut-être là le tribut de cette disposition favorable à pouvoir internaliser et intégrer les dispositions côté. Et je crois que c'est ce qu'il faut faire. Lorsque vous dites qu'il n'y a rien d'individuel, les réalités du Nigeria ne sont pas celles du Bénin. Si le Nigeria en est venu par son Parlement à devoir voter, cela veut dire que le Nigeria était encore plus loin que le Bénin. Parce que le Bénin n'avait pas envisagé attaquer. Et il n'a jamais été question que les États pris individuellement prennent des dispositions pour attaquer, mais à travers la force de réserve de l'UEMOA. C'est de ça qu'il s'agit. Et je voudrais vraiment, sur ce débat, nous inviter à moins d'autoflagellation, parce que l'autoflagellation, je vous le dis, c'est une haine de soi. Évitons-le tant que faire se peut. Je suis heureux que vous ayez pris position et parti par rapport à mes propos, mais je voudrais préciser une chose. Le danger que j'évoquais par rapport aux propos du chef de l'État n'a rien de négationniste. Si on veut aller, ou si on veut véritablement avancer et regarder vers l'avenir, il faut aller sur la base de ce qui s'est passé. Je ne fais qu'invoquer qu'un fait. Je ne fais qu'évoquer et revenir sur des choses qui se sont passées. Et ça, personne ne peut l'enlever. Et je reprécise ma pensée. En réalité, des choses ont été dites et notre diplomatie également a suivi les propos du chef de l'État sans jouer véritablement son rôle. Aujourd'hui, personne ne peut le nier. Mais le chef de l'État l'a dit à plusieurs reprises. Il est un être humain, il peut commettre des erreurs justement. Et c'est ça qui fait la grandeur d'un grand homme d'État. Reconnaître ses erreurs et faire une tabula rasa pour construire et reconstruire la vie. Nous avons vu les initiatives prises par la suite, ou les propos tenus par le chef de l'État par la suite. Exactement. Et je finis rapidement là-dessus. Je finis rapidement là-dessus en disant cette crise était salutaire parce que parfois il faut des crises pour faire d'autres bonds en avant. On a perdu énormément de juillet à aujourd'hui, énormément à cause de la fermeture des frontières, à cause des échanges tendus entre les deux gouvernements et à cause surtout d'une médiation qui n'a
pas marché. Et je trouve salutaire que ces anciens chefs d'État soient intervenus, que ce soit on reviendra sur l'initiative des anciens chefs d'État. Moi, je pense que ce que Hamzat est en train de dire, moi je le suis dedans quand même. La CEDEAO a certes pris une décision que tous les États doivent suivre, mais après tout, les États sont souverains et il y a des relations bilatérales entre États qui font qu'un État peut souverainement décider de ne pas suivre des décisions de la CEDEAO. La CEDEAO ne lui en voudra pas. La belle preuve, le Togo. Le Togo n'a pas appliqué pour but et point ce que la CEDEAO a dit. Justement, je me rappelle, il n'y a pas de frontière avec le Niger. Non, toutefois, le Togo a maintenu, les Nigériens allaient chercher leurs marchandises où? Au port de Lomé. Si le Togo devait appliquer point pour point ce que la CEDEAO a décidé, il aurait dû fermer son port aux Nigériens. Je me rappelle, quand il y a eu un coup d'État au Mali en 2020, où le président Ibeka a été renversé, le président Alpha Condé de la Guinée, il faisait partie des caciques de la CEDEAO en ce moment. Il a tapé du poing sur la table à la réunion qu'il y a eu à Accra en ce moment. Mais quand il est reparti à Conakry, la CEDEAO a décidé certes de fermer les frontières. Le Sénégal a fermé, la Côte d'Ivoire. Alpha Condé a refusé de fermer ses frontières avec le Mali parce qu'il a dit que depuis Sékou Touré, le président Sékou Touré a dit que le Mali et la Guinée sont comme deux poumons dans un même corps. Donc, que l'organisation en décide ainsi, oui, on le comprend. Mais quelle est la relation entre les deux pays? C'est ça qui compte. Moi, je continuerai, jusqu'à preuve du contraire, à dire qu'on n'avait pas besoin d'être aussi dur avec le Niger. Parce que vous imaginez qu'on n'a même pas permis aux médicaments de traverser notre frontière pour aller au Niger. Ça, pourquoi on ne peut pas accepter ça, Christian. Donc, moi, après tout, ça fait 1 an quand même que cette crise a commencé. C'est une très bonne chose qu'on ait enfin la lumière au bout du tunnel. Donc, c'est salutaire. La lumière au bout du tunnel, est-ce que c'est à partir de cet instant? Évidemment, on a commencé en scène des deux anciens chefs d'État. Parce que là maintenant, le chef de l'État tendre sa main vers les... Mais les Nigériens n'ont pas saisi la main tendue du chef de l'État. C'est quand Bouni Yahi et le président Soglo sont allés à Niamey qu'on a commencé à parler d'une possibilité d'ouverture des frontières. Il a été décidé de mettre en place une commission tripartite pour décider de la question. Écoutez, autour de cette table, je ne voudrais pas surtout cautionner et entendre dire. Cela me met mal à l'aise d'entendre dire que les décisions de la CEDEAO, on peut en toute souveraineté disposer selon à dimension variable, à géométrie variable, soit nous acceptons de construire une instance communautaire. En même temps, là, vous soulignez les fragilités. Ce sont autant de reproches qu'on fait à la CEDEAO. Soit nous avons une instance régionale, sous-régionale forte, et chacun individuellement s'y soumet à ces résolutions, ou soit on dit on n'a pas d'instance communautaire. C'est important. Si l'instance régionale sous-régionale prend une décision, et chaque pays, chacun rentre lui dit bon, ok, moi, je dispose selon mes bons vouloirs, je trouve autant en même temps fait disparaître la CEDEAO. Laissez-moi finir. Elle est là pour qui, la CEDEAO? La CEDEAO, elle est là pour la communauté. Elle est là pour les peuples. Elle est là pour les peuples. Elle est là pour les peuples. Alors, moi, béninois, je ne suis pas d'accord de voir mourir un frère nigérien parce qu'il n'a pas de médicaments pour se soigner dans les hôpitaux. La CEDEAO que nous voulons... Est-ce que vous admettez... Les médicaments ont-ils traversé la frontière pour aller à Niamey? Je vais vous répondre là-dessus. C'est les gouvernants, les dirigeants nigériens qui ont fait opposition sous les prétextes que vous connaissez très bien, sécuritaires, et même le programme alimentaire mondial a voulu, par le chemin le plus court, c'est-à-dire Cotonou-Niamey, convoyer des vivres pour commencer. Ça c'est arrivé après. Sous quel prétexte, sous des prétextes de mon point de vue fallacieux sécuritaire, ils ont fait opposer un blocus à l'entrée de ces vivres-là. Donc, quand vous me parlez de
des médicaments, je reste dubitatif. Personne ne se réjouit, moi y compris, de cette situation, je l'ai dit d'entrée, qui nous met tous mal à l'aise. Mais n'allez pas me dire qu'il faut passer outre comme d'autres l'ont fait. Ceux-là ne sont pas des exemples à suivre. Moi, je suis un fervent défenseur, un ardent défenseur de la construction de notre communauté. Et c'est important, parce que pris individuellement, nous ne sommes pas forts, et ensemble, on est plus forts. Et pour en arriver là, ça suppose quelque part que nous nous soumettons aux décisions de cette instance que nous avons créée. Et c'est ça qui fait défaut aujourd'hui, c'est de faire rébellion aux dispositions de la sous-région, de cette instance qu'est la CEDEAO, que nous en sommes là. Parce qu'au-delà, il y a beaucoup de non-dits, comme nous ne pouvons pas forcément chroniqueur de se prononcer sur cet aspect du sujet. Oui, je pense que dans la chronologie des faits, le Bénin, c'est vrai, est membre de l'instance sous-régionale, mais il y avait la possibilité de ne pas fermer totalement la frontière. Quelle possibilité? Et de laisser la possibilité à ce qui devrait permettre aux Nigériens de survivre, de parcourir le corridor jusqu'à aller à Niamey. Parce que d'habitude, le port de Cotonou était le seul port qu'utilisait le Niger, pour nourrir sa population, s'il faut le dire ainsi. Et donc, fermer totalement les frontières, je crois que je rejoins Hamzat, je rejoins Karl. Le Bénin a failli à ce niveau-là. C'est vrai qu'il y a une instance sous-régionale et que les décisions sont à respecter. Mais que ce soit l'instance sous-régionale et le Bénin devrait voir qu'on devrait laisser une petite possibilité pour que... Parce que ce n'est pas le peuple nigérien qui a fait le coup d'État. C'était comme si on a l'évolution des faits. Ce qui est gênant dans votre développement, c'est dans l'évolution des faits, depuis que la CEDEAO et le Bénin, je dirais, obéissant aux décisions, une fois encore, de la CEDEAO, a ouvert ses frontières. Vous observez que c'est le Niger qui observe depuis jusqu'à présent. Attendez, vous observez que c'est le Niger qui s'y refuse pour sa part à ouvrir ses frontières. Et quand vous faites une telle analyse, vous devez pouvoir relativiser à tout le monde, vous étonnez du fait que les Nigériens pour lesquels vous plaidez et pour lesquels vous prenez fait et cause, que leurs propres dirigeants de fait aujourd'hui, parce que c'est un fait, on a dépassé, qu'ils soient putschistes, on va plus nous n'allons plus nous livrer à cette querelle sémantique, parce que de fait, dirigeants de fait, fermer leurs frontières sous des arguments qui sont largement discutables. Vous ne relativisez pas votre analyse en intégrant ce facteur important qui forcément remet en cause, je pense, pour ma part, la position qu'a adoptée le Bénin, parce que dans l'histoire, jusqu'à ce que ce coup d'État intervienne, il n'est jamais venu à aucun dirigeant béninois de fermer sa frontière. Et quand si vous avez été à Malanville comme moi, vous observerez que dans le fond, le Bénin n'a pas si tant que ça fait obstruction à ce que les villes... On parle des décisions officielles. Maintenant, il y a l'instinct de suivi qui a poussé les Nigériens ou les militaires à contourner le port du Bénin pour aller par le port du Congo. Ils sont restés dans cette posture et malgré l'ouverture des frontières. Ça, vous le savez, l'eau continue de couler sous le pont avec les éléments nouveaux qui sont entrés en scène. Et là, nous parlons justement de ces deux anciens chefs d'État que nous avons encore au Bénin et qui sont à la manœuvre aujourd'hui pour un rétablissement de la situation. Ils ont pris sur eux l'initiative de se rendre à Niamey, rencontrer les autorités nigériennes pour un retour à la paix, à la cohésion, tout ce que vous savez. Mais de cette initiative, on en parle justement. Hamzat Abdoulaye, est-ce qu'on pouvait s'attendre à ce que Bouni Yahi et Nicéphore Dieudonné Soglo prennent sur eux une telle initiative? Non, je pense que le chroniqueur l'a dit tout à l'heure, c'est avant tout des sages. Ils ont un certain âge, ils ont une certaine expérience et de la chose politique et de la diplomatie. Et je pense que cette initiative était souhaitable vu l'ampleur de la crise que n'a pas su gérer ou su bien
bien géré le gouvernement béninois, ou d'ailleurs le gouvernement nigérien également, parce que ce n'est pas une crise dans un seul sens, c'est une crise dans les deux sens en réalité. Et les différents éléments qui sont survenus en juillet et surtout avril n'ont pas permis à ce qu'il y ait un véritable dégel ou même un début de dégel. Absolument pas. L'initiative des deux chefs d'État, même si elle n'était pas attendue, parce que quand on connaît la posture de Boni Yayi en tant que chef de file de l'opposition, quand on connaît la posture de l'ancien chef d'État Nicéphore Soglo, qui n'a pas du tout sa langue dans sa poche quand il s'agit de dénoncer, quand il s'agit de dire ce qui doit être dit, eh bien, on peut être surpris. Mais je trouve que dans ce sens, l'intérêt de la nation est un cran au-dessus de nos intérêts personnels. Et c'est ça que beaucoup oublient au sein de cette crise ou au sein de l'analyse de cette crise. Quand les intérêts de l'État priment, en réalité, on s'oublie. On s'oublie qu'on est béninois, on s'oublie qu'on est nigérien, mais c'est la nation qui compte absolument. Et il y a De Gaulle qui disait, les États n'ont pas d'amis, les États n'ont que des intérêts. Et je pense que tout à l'heure, mon confrère tout à l'heure omet dans ses propos de le dire clairement, parce que je peux encore dire que les États n'ont pas d'ennemis, les États n'ont pas d'adversaires, les États n'ont que des intérêts. Et si on s'en tient qu'à ça, en réalité, on ne peut pas prendre des propos aussi durs à l'encontre du Niger, avec qui on a des relations millénaires, parce qu'avant même les États, les peuples déjà échangeaient, les peuples nouaient des relations solides, fortes et dures. Et c'est ça qui a sauvé d'ailleurs le Nigeria dans son optique de dégel, dans la mesure où vous avez des représentants, des dignitaires religieux, culturels, qui faisaient la navette pour tenter de maintenir quelque chose, même au dur de la crise entre le Nigeria et le Niger, ce qui a failli du côté béninois. Alors on ne va pas revenir sur le passé, dire ce qui n'a pas marché, c'est très bien de le souligner, mais il faut regarder vers l'avenir. Aujourd'hui, on est définitivement résolu à tourner nos regards vers l'avenir. Et je rappelle un proverbe bambara: on ne peut pas raser la tête à quelqu'un en son absence. Et ça, on a fait tôt de l'oublier. Aujourd'hui, Boni Yayi et Nicéphore Soglo sont en train de rectifier le tir. Et c'est salutaire pour tout le monde. On va permettre à Karl, pour la Moussou, vous allez moi je pense c'est à saluer cette initiative des deux anciens présidents, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, c'est bien. Vous voyez, le Nigeria, moi je peux m'appuyer sur l'exemple du Nigeria. Ils ont désigné Abdou Salam Aboubakar, qui est un ancien président. C'est lui qui a conduit toute la médiation de la CEDEAO et même du Nigeria. Vous voyez, parce qu'après tout, c'est le président du Nigeria qui est également le président en exercice de la CEDEAO. C'est lui qui a été ce go-between entre le Nigeria et le Niger. Et c'est des gens qui parlent à peu près la même langue. Vous voyez, donc ils se comprennent facilement. Au Bénin aussi, je pense, dans le septentrion, les peuples de là-bas ont beaucoup de frères du côté du Niger. Donc ils parlent aussi la même langue. Notre gouvernement aurait pu utiliser ce filon-là pour essayer de maintenir une fenêtre de discussion avec les autorités nigériennes pour éviter complètement de fermer la porte au plus fort de la crise. Bon, pour ce qu'on a, ça n'a pas, en fait, ça n'a pas été fait. Vous voyez, pour les informations qu'on a, ça n'a pas été fait. Moi, je n'ai pas souvenance d'une information qui nous dise qu'il y a eu des négociations entre les deux gouvernements au plus fort de la crise. Au plus fort de la crise. Je n'ai pas cette information. Donc, la médiation je rappelle même que le ministre des Mines a été au Niger et les autorités n'ont pas voulu le recevoir là-bas. Ils ont échangé, mais non, le chef de l'État, il a été aussi un émissaire du président Talon pour le général Tchani, et puis ça n'a pas marché de ce côté-là. Donc c'est une très bonne chose que les deux présidents aient pris leur bâton de pèlerin. Mais quand on dit que c'est des opposants, je pense, quand je fais l'analyse, que c'est plutôt ce côté qui joue en notre faveur. Je parle du peuple béninois parce que plus ou moins nous avons des proches qui souffrent de cette situation-là. Si ils étaient proches du régime Talon, est-ce qu'ils auraient été reçus les bras ouverts comme ça a été le cas, et qu'on parle d'un dégel qu'on voit venir désormais? Le ministre, je le rappelle, le ministre Samuel Adambi était là-bas, ça n'a pas marché. Donc c'est une bonne chose. D'accord.
Russie. C'est une bonne chose que les deux présidents, quelque part, soient des opposants et que ça facilite les choses. Sous le prisme d'humanisme, je voudrais dire, pour répéter un illustre politique français, que vous n'avez pas le monopole du cœur. Et je suis tout aussi sensible aux difficultés de nos frères nigériens, mais je ne validerai pas le fait que la diplomatie ou que le Bénin, dans son approche de cette crise, aurait failli. Parce que de façon structurelle, si vous rentrez dans les faits chronologiques, le Bénin, soit de deux choses l'une. Le Bénin est un État démocratique. La CEDEAO a validé l'approche démocratique comme mode de gouvernance. Un premier coup d'État, un deuxième. Le premier, il faut observer que l'instance sous-régionale s'est montrée magnanime. Le deuxième, il a plus ou moins fermé les yeux. C'est exactement comme votre enfant, le premier qui a des écarts de conduite, et vous dites, bon écoute, ne reprends plus. Le deuxième qui répète le même fait, et puis vous le grondez légèrement. Et le troisième, après le troisième, vous tapez du poing sur la table. Bon, guidez. Vous voyez que c'est encore plus grave que je ne le pensais. On en est là aujourd'hui. Sans devoir insister sur les faits, le Bénin a su faire les choix qu'il estimait bons à un moment donné. Et sur les mesures de sanction, aujourd'hui, la Russie est sous sanction. L'Iran est sous sanction. Et sur cette liste, sur cette lancée, je peux encore citer d'autres pays pour une raison ou une autre où les instances, l'ONU notamment, le Conseil de sécurité, décrète des sanctions pour pouvoir ramener en griffe une brebis galeuse, si je peux me permettre, dans la droite ligne. Et donc, on ne peut... soit nous voulons d'une instance régionale forte. Oui, l'instance régionale, on en a suffisamment parlé. C'est important, des différents chefs d'État. C'est important comme élément sur lesquels nous devons nous entendre avant de pouvoir évoluer. Vous voyez. Maintenant, c'est un fait, on a évolué et que pour dialoguer, il faut être deux. Moi, je considère que le président Patrice Talon a donné des gages d'ouverture à un moment donné. Il l'a dit publiquement. Et le connaissant, à plusieurs reprises. Et le connaissant, vous imaginez que ça lui coûte quelque peu et qu'il n'est pas homme à se livrer à de telles, je dirais, repentances comme on l'a vu sur la situation nigérienne. Qu'est-ce qu'il peut donner de plus comme gage? Il a dépêché certains de ses ministres, y compris son ministre des Affaires étrangères. Au jour d'aujourd'hui, je pense que ceux qui font obstruction à l'évolution, pour qu'on puisse sortir de ce cul-de-sac, c'est bien les Nigériens, de mon point de vue. Je ne le dis pas en tant que béninois ou par chauvinisme, c'est un fait, on le note bien. Aujourd'hui, mais que nos anciens chefs d'État, pour une raison ou une autre, de par leur statut et pour, comme je l'ai dit d'entrée, en tant qu'officier de réserve, aient décidé de contribuer au dégel de la situation, je suis sûr que le président Talon ne peut que le saluer. Et afin qu'on sorte de ce cul-de-sac là, et que la relation, la coopération entre les deux États puisse revenir au beau-fils. C'est heureux. Mais je veux insister sur le fait que pour dialoguer, il faut être deux. D'accord. Et il faut être deux à partager, à regarder dans la même direction, à tout le moins se dire, voilà, aujourd'hui nous voulons dégeler. On peut partir sur un mauvais pied, avoir des quiproquos, et c'est une grandeur d'âme quand même que après coup de se dire bon écoute nous sommes partis sur un mauvais pied et aujourd'hui maintenant évoluons. D'accord. Une initiative privée, personnelle, ou peut-être que dans les coulisses il y a eu un travail de fond qui a été fait. Oui, rapidement. Oui. Permettez-moi de répondre à M. Paul Amoussou dit que la Chine, la Russie sont sous sanctions, mais la Russie et tout, l'Iran, tous ces pays
pays sont sous sanctions, mais les Occidentaux continuent de faire toujours les affaires avec eux. Ils n'ont pas fermé toutes les portes à des je voudrais dire que la médiation voulue ou bien instigée par quelqu'un qu'on ne connaîtrait peut-être pas, mais c'est porté par les anciens présidents Boni Yayi et Patrice Talon et Boni Yayi et Nicéphore Soglo. C'est salutaire. Ça, on devait s'entendre là-dessus. Les deux capitalisent 15 ans d'expérience. 15 ans d'expérience, de gouvernance et de médiation et de tout ce que nous savons. C'est salutaire et, comme l'a dit Karl, leur posture actuelle favorise un peu plus le dégel un peu plus rapidement. Et moi, je pense même que c'est le moment plus que jamais pour le président Talon de les solliciter davantage pour d'autres médiations, de les solliciter au point où ils soient... À l'interne ou à l'international? À l'interne comme à l'international, au point où ils soient suffisamment occupés pour ne plus avoir le temps de s'occuper des questions politiques à l'interne. Parce que cette posture leur va tellement bien que les retrouver encore sur le champ politique pourrait prêter parfois à nous allons Il faut rappeler que le président Boni Yayi quand même a été médiateur dans la crise guinéenne. Oui. Donc c'est un homme d'expérience, même si ça ne s'est pas très bien passé pour lui. Oui. C'est une expérience qu'il a acquise qui a certainement dû lui servir dans le cas présent. C'est à saluer. Donc nos anciens présidents, il faut les utiliser. Vous souhaiteriez un peu comme Omar Salouf les voir dans cette, beaucoup plus dans cette... C'est important à souligner. Comme l'a dit Omar, oui. C'est malheureux. Mon père dit, je lui rends hommage au passage, que l'attitude confère l'aptitude. Le fait que le président Boni Yayi soit en même temps président de parti et qui plus est président d'un parti d'opposition, chef de file de l'opposition, vous savez, n'est pas sans être dans ce rôle-là à la fois, peut laisser un peu, donne l'impression un peu, un sentiment un peu d'arrière-goût je dirais, de sel. Et ce que nous voulons de nos anciens chefs d'État, c'est d'être dans ce rôle-là. D'accord. On va voir ce qu'en pensent les compatriotes béninois de ces actualités-là. Boni Yayi et Nicéphore Soglo à Niamey. Boni Yayi et Nicéphore Dieudonné Soglo reçus par le président Patrice Talon au Palais de la République. Qu'en pensent les citoyens béninois? C'est dans le prétoire. Interview réalisée par Mardoché Gounou et Moufid Sabouran. En tant qu'aînés, si nous prenons nos collectivités, nos familles, les aînés ont souvent un rôle à jouer lorsqu'il y a eu un conflit, lorsqu'il y a un conflit au sein de nos familles. Donc si on part de cette hypothèse du microcosme et on arrive au niveau de l'État, en tant que chef de l'État, ils sont d'abord nos aînés. Ils ont de l'expérience pour ce qui concerne Yayi Boni et Soglo. Ils ont beaucoup d'expérience ayant géré eux également le pays. Donc dans la gestion, et certainement dans leur gestion, ils ont eu à régler un certain nombre de problèmes. Et ils sont, je pense, et c'est la réponse, qu'ils ont un rôle à jouer dans la gestion, au regard de tout ce que j'ai dit, dans la gestion d'une crise qui s'oppose, qui secoue notre pays, notamment par rapport à un pays frère qu'est le Niger. Et selon moi, ils ont le droit parce qu'ils sont du pays, ils sont béninois comme nous, et les béninois ou bien les citoyens sont en train de souffrir, ils doivent intervenir pour nous aider. Donc voilà, selon moi, ils doivent intervenir dans la crise entre Bénin et le Niger. Dans l'ancien temps, on se réfère surtout aux anciens. Mais aujourd'hui,
on a tendance à croire que les anciens sont enterrés. La crise au Niger, le bout du tunnel, en réalité, devait être les anciens présidents. Et ils l'ont fait. Je les remercie. Même si dans une médiation, on ne vient pas rapidement à la solution, mais c'est quand même un début de solution. Et c'est les gens à saluer. Puisqu'ils ne sont pas encore morts, on doit les utiliser pour la résolution de nos conflits. Je disais avant que le Niger reste l'homme, le mari, et le Bénin reste la femme. Intervenir, ce n'est pas quelque chose de politique. Si c'est vrai qu'ils ont des opposants actuellement, mais s'il y a la crise dans le pays, il doit intervenir pour sauver les citoyens. Donc intervention n'a pas besoin de mouvancier ni opposants. Quand il s'agit de l'intérêt de l'État du pays, l'opposition n'existe pas. C'est pour ça que quand il y a un problème grave, une crise grave, les opposants et ceux qui dirigent se mettent souvent ensemble dans les autres pays pour régler. On règle le problème et on revient après pour pouvoir faire le combat sur le terrain. Et voilà, nous étions en plein dans le prétoire avec les citoyens béninois. Oui, cher monsieur, voilà ce que pensent certains de nos compatriotes du rôle que jouent les anciens présidents. Oui. Le dernier intervenant a dit on se met ensemble pour régler les problèmes et puis après on revient continuer la bataille à l'interne. Je pense que c'est ça. Il faut mettre de côté son manteau partisan et voir l'intérêt supérieur de la nation. C'est ce que font les deux anciens présidents. Et il ne faut pas seulement saluer Boni Yayi et Nicéphore Soglo. Le président Talon aussi, il faut le saluer parce qu'il n'a rien fait, le gouvernement n'a rien fait pour décourager la mission des anciens présidents. Au contraire, il les a reçus en quelque sorte pour donner sa caution à l'initiative qui est en cours. Et je pense que ça va dans le bon sens. On parle désormais de création d'une commission tripartite où les deux anciens présidents auront leur place, le Niger sera présent, le Bénin sera présent. Du côté nigérien, ils sont très avancés actuellement, selon mes informations, dans la mise en place des structures devant faire partie de cette commission. Donc c'est une très bonne chose ce qu'ils ont fait et bon, on espère que ça ne sera pas une dernière parce que très bientôt le président Talon sera aussi ancien président. On voudrait qu'il intervienne. À partir de 2026. Oui, je crois également que rien ne nous prouve ici que les deux anciens présidents n'ont pas été commis par le président Patrice Talon. Il n'y a pas une version officielle qui montre que c'est le président Talon qui a envoyé ses aînés en mission. C'est peut-être ça, mais ça aucun communiqué n'a été dit. Mais ce qu'il faudra saluer également, c'est l'approche faite par les anciens présidents qui ont été reçus ou qui ont discuté avec d'autres anciens présidents nigériens. C'est une belle initiative aussi qui les embarque dans la résolution également de la crise, quitte à permettre que tant que les anciens présidents béninois sont en train de parler au président Patrice Talon, les anciens présidents nigériens aussi sont en discussion avec le général Tiani pour que... Et vous espérez les voir aussi rencontrer Patrice Talon, oui, ancien président nigérien? Pourquoi pas, si tout ça va rentrer dans l'ordre de ce que la crise aura un dégel immédiat, c'est important qu'ils viennent aussi au Bénin, certainement pour charger une commission au président Patrice Talon de la part de son ami et frère. Ou peut-être les voir dans la commission tripartite qui est en train d'être mise en place. Oui, on vous écoute, Hamza Tablaï. Le drame dans cette histoire, c'est que celui qui dispose d'un marteau a tendance à croire que tous les problèmes sont des clous. Il le tape dessus. Ça ne fonctionne pas. Et dans cette crise, ça ne fonctionne encore plus pas puisqu'on a énormément perdu. Moi, je suivais l'intervention du directeur général du port autonome de Cotonou sur l'une des antennes de vos confrères et il estimait qu'en quelques mois, le Bénin a perdu tout de même entre 20 et 30%. 15% pour être plus précis, 15%. Et par ailleurs, les navires qui pouvaient aller jusqu'à 100 par mois au Bénin sont descendus à un cran à 70, rien qu'à cause de la fermeture des frontières, ce qui pose des problèmes économiques, parce que ça fait un an, enfin techniquement ça fera, exactement, nous sommes en juillet, ça fera techniquement un an que nous sommes en plein dans ce gouffre, et c'est vraiment une lumière qu'un an après, des anciens chefs d'État prennent l'initiative de
tout de même essayer quelque chose. Parce qu'il faut essayer tout de même et surtout avoir la volonté manifeste d'aboutir à cet essai, sinon c'est un échec. La deuxième chose, je trouve qu'il faut également saluer le chef de l'État béninois parce qu'il a été au-dessus de ce que beaucoup espéraient. Beaucoup disent oui, il n'aime pas se soumettre, etc. Mais quand il s'agit des intérêts de la nation, aujourd'hui, on peut comprendre qu'il est allé au-dessus. Il a d'ailleurs fait un mea culpa par rapport à la question, ce qui est salutaire. Et j'espère que la dynamique sera collective, c'est-à-dire il y aura une implication totale de la partie gouvernementale pour faire en sorte que cette mission n'échoue pas. Parce que le risque n'est pas du tout loin que cela puisse aussi échouer. Parce que dans toute initiative, il faut aussi mettre dans la balance le risque de l'échec. Donc je trouve que si tout se passe comme prévu, eh bien, on peut amorcer tranquillement la descente par rapport à ça. Si à la suite de cette médiation, il y a échec, à qui l'imputerait-on, selon vous? Ah oui, pour moi, l'échec n'est pas loin. Dans tous les cas, ma question, c'est de savoir à qui l'imputera-t-on, auquel cas? Aujourd'hui, vu l'implication des anciens chefs d'État... Parce que vous noteriez comme moi que, considérer, comme l'a dit le président Talon, qu'on a fait du mal, on avait eu la mauvaise option au départ, ou une option qui n'était pas la bonne, comme vous l'avez dit, il a fait mea culpa, c'est ce qui est loin d'être évident. Il a dépêché son ministre des Affaires étrangères, il a dépêché d'autres ministres, et finalement, peu importe que ce soit une initiative personnelle ou non, le plus important c'est que l'initiative, ce que moi je retiens, cette fois-ci, elle est encore béninoise. Je n'ai jamais vu le président, l'homme fort, le général Tiani se prononcer et se mettre dans la même posture que le président béninois appelant au dégel ou faisant chorus à l'apaisement ou à ce que je ne suis pas d'accord. Je note que vous n'êtes pas d'accord. Il s'agit d'accabler nos amis. Laissez-moi finir. Je n'ai pas noté. Laissez-moi finir. Je n'ai pas noté. Non, c'est forcément grave pour vous à suivre vos développements depuis le début. Je n'ai pas noté cela jusqu'à ce que les anciens présidents, comme l'a dit Omar sur ce plateau, on s'interrogera sur pourquoi est-ce que ce serait parce qu'ils seraient des opposants de Patrice Talon qu'ils ont été reçus comme ils l'ont été. C'est une interrogation. Et c'est le même qui s'interroge à savoir si c'est de leur propre initiative. Pour moi, cela importe peu, parce qu'il faut sortir de cette situation. C'est le plus important au jour d'aujourd'hui. Et donc, en posant la question de savoir si la médiation de nos anciens chefs d'État échouait, à qui l'imputerait-on? Il faut pouvoir répondre à cette question. Il faut élever. Et à qui l'imputerait? Parce que l'initiative n'est pas venue d'anciens chefs d'État, parce qu'au Niger, il y a aussi autant de chefs d'État. Je ne leur en veux pas. Je ne leur en veux pas de n'avoir pas fait le déplacement. Attendez, je ne leur en veux pas d'avoir fait le déplacement. Mais il se fait que, ce que je veux que vous reteniez, se fait que c'est deux anciens chefs d'État béninois qui ont fait le déplacement de Cotonou à Niamey. Écoutez, une fois encore, la bonne foi du Bénin est établie. La main du Bénin reste tendue, y compris à travers on va pas épiloguer là-dessus. On va continuer. On va continuer dans ce bras de fer. Est-ce que vous entendez les organisations sous-régionales également se prononcer? Quelle est leur posture? Quelle est leur position vis-à-vis de la situation qui prévaut en ce moment entre le Niger et le Bénin? Alors, je pense que sur ce point, la CEDEAO n'a rien à dire parce qu'elle est en position indélicate. Je vous rappelle que le Niger s'est retiré de la CEDEAO. Ils sont désormais membres de l'Alliance des États du Sahel. Donc, la CEDEAO est sur ce point fort clos. Vous voyez? Donc, on attend peut-être l'UEMOA. Et quand vous prenez l'UEMOA, vous avez qui? Vous avez le président Alassane Ouattara que les Nigériens n'aiment pas. Vous avez le Burkinabé qui est avec les Nigériens, qui n'est pas tellement
vous avez peut-être Faure Gnassingbé. Donc ces organisations n'ont pas, je pense qu'elles se sont tellement décrédibilisées du côté nigérien qu'elles n'ont pas l'initiative pour engager quelque médiation que ce soit. Elles ne se sont pas décrédibilisées du côté nigérien. Ce qui s'est passé, il y a eu un coup d'État et les nouveaux maîtres du Niger qui se sont installés par la force ont voulu se soustraire à l'ordre établi. C'est de ça qu'il s'agit. Je continue de vous dire. Permettez-moi. Non, ne renversez pas les valeurs. Non, je ne renverse aucune valeur. Les valeurs, vous renversez les valeurs lorsque vous dites que la CEDEAO est une délicatesse vis-à-vis du Niger. C'est le contraire. C'est le Niger qui s'est mis en indélicatesse vis-à-vis de la CEDEAO. Je pense que les gagnants permettez. Christian, Paul m'a pris la parole. Permettez-moi de conclure tout au moins. Je pense que nous gagnerons à remettre en selle nos institutions sous-régionales et régionales. D'accord. C'est important. Merci. Parce que la dynamique aujourd'hui de par le monde est celle-là. Pensez-vous que ces institutions ont un rôle à jouer? Non. Moi, je suis plutôt. J'ai tendance à le penser, à croire que la CEDEAO a un rôle à jouer. Parce que je suis surpris. Non, parce que. Non. Si. Pourquoi le Bénin est aujourd'hui dans cette situation avec le pays frère nigérien? Parce qu'il a suivi. Parce que le Bénin a suivi une décision de la CEDEAO. Merci. Et par conséquent, pour moi, cela relève d'une logique claire. Ce serait fait sens pour la CEDEAO que de s'impliquer dans la résolution. Par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est très important de revenir là-dessus. Il y a une crise du multilatéralisme. La CEDEAO n'est pas une institution qui ne peut pas faire d'erreurs. La CEDEAO a commis énormément d'erreurs dans sa gestion des crises, dans la gestion des préventions des crises. La CEDEAO a failli. Et la deuxième chose, c'est qu'au niveau de la souveraineté, la CEDEAO est connue comme étant la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Ensuite, on a voulu faire de la CEDEAO une CEDEAO des peuples. À quel moment dans la gestion de ces crises, ces paramètres ont été pris en compte? Merci beaucoup. Aujourd'hui, Christian, je vous demande juste une minute pour réagir. Je vous demande. Ne faites pas Paul m'a pris la parole. Il y a eu un acte additionnel. Il y a eu un acte additionnel. Sur la question politique qui a été posée, s'il vous plaît. Cet acte additionnel de la CEDEAO, Christian, je vous donne juste une minute. Cet acte additionnel de la CEDEAO dont vous parlez, oui, interdit les coups d'État. Mais je vous rappelle que la CEDEAO n'est pas là pour sanctionner des peuples. Les sanctions qui ont été prises sont à l'encontre des peuples. Quand on empêche d'envoyer des vivres dans un pays, ce n'est pas les militaires, ils vont manger. Mais si le peuple n'a pas... Les sanctions peuvent être ciblées. Les militaires, ils ont des comptes qu'on peut leur interdire de voyager. Il y a des sanctions ciblées. Mais quand on prend des sanctions aussi générales, on interdit aux Nigériens d'avoir accès à la Cour de justice de la CEDEAO. Ça, c'est des erreurs que l'organisation a commises. Omar Salouf, oui, on va conclure avec vous. Oui, j'ai parfois l'impression que dans une certaine posture du Niger, on a tendance à croire que c'est le Bénin qui souffre le plus dans cette crise. Et donc, ils font aussi à leur tête. Ils ne sont pas trop ouverts aux discussions. Et je rejoins Paul qui dit que beaucoup d'initiatives ont été prises par le Bénin, par les Béninois. Et donc, on n'a pas vu le Niger dans cette posture. On a tendance à croire que une fois qu'ils ont eu l'instinct de suivi en contournant le port de Cotonou, et donc ils se mettent dans une posture où on n'a plus besoin de vous. C'est certainement une invite aux autorités nigériennes de revoir leur position et d'être intégrés au processus de négociation pour que tout se remette à l'ordre. Et puis beaucoup d'initiatives. Oui. Aussi, c'est ici qu'on a condamné. Merci beaucoup. Omar Salouf, merci à vous, Ridolf Karl, merci Hamza Tablaï, merci à vous, Paul Amoussou, pour nos échanges de ce dimanche soir sur le grand rendez-vous. Eh bien, dans un instant, on va retrouver notre consultant dans l'œil de l'expert, Guidez-nous, Steve Coton. On rappelle qu'il est juriste internationaliste. Il répondra
répondra à 5 questions précises. Et puis, en toute franchise, lors de l'entretien, on recevra notre invité, professeur Salif Désiré Baloui, toujours sur le même sujet. Restez avec nous. Vous êtes sur le grand rendez-vous, bienvenue dans l'œil de l'expert. Dis-nous Steve Coton, bonsoir. Bonsoir, cher Christian Malédia. Juriste internationaliste, consultant affaires politiques et spécialiste en gouvernance démocratique, merci d'être avec nous. Nous parlons de crise, de leur gestion et surtout des personnes ou personnalités qui y jouent un rôle. Est-il de tradition que de voir d'anciens présidents de la République s'investir dans la gestion des crises aux côtés de chefs d'État en fonction? Mais plus qu'une tradition, c'est une évidence, puisqu'on le constate. Mais il faut aller au-delà de cette évidence pour dire que la question relative à l'implication des chefs d'État dans la prévention et la résolution des crises est cruciale pour la vitalité démocratique, la stabilité politique et la paix en Afrique. Nous parlons des personnalités qui, de par la position qu'ils ont occupée, d'accord, ils ont emmagasiné d'expérience et d'expertise qu'ils peuvent mettre au service de la nation ou aussi de leur communauté, que ce soit au niveau national ou au niveau régional. Cela, il faut le dire, est en fonction aussi de leur notoriété et aussi de leur sphère ou réseau d'influence, si on peut parler ainsi. Alors, que pouvez-vous nous dire sur les principes et les pratiques en la matière? Alors, il faut dire que les principes et les pratiques sont en fonction de ce qu'on peut appeler la culture démocratique, l'histoire politique et aussi les ambitions des États. On peut les apprécier aussi en fonction des continents. Au niveau national, par exemple en Afrique, quel que soit le système, vous voyez toujours qu'il y a un statut qui est réservé aux anciens chefs d'État dans nos différents États. Et ce statut prévoit généralement des moyens humains et matériels en accord avec le rôle qu'ils ont joué par le passé en tant que président de la République, mais aussi le rôle qu'ils peuvent aussi jouer, ou bien qu'ils peuvent continuer à jouer dans la vie politique et institutionnelle de leur pays. Et il faut dire qu'on ne saurait exclure de ce rôle, c'est-à-dire leur implication dans la prévention et la résolution des crises. Ça, c'est le premier niveau de pratique. On constate aussi que dans certains États, par exemple, les anciens chefs d'État sont d'office ou de droit membres d'institutions constitutionnelles, comme le Conseil constitutionnel, comme le Conseil économique et social, ou par exemple comme le Sénat dans certains pays. Et donc à ce niveau, on imagine que sur le plan interne, du fait qu'ils sont impliqués dans la vie institutionnelle de leur pays, c'est qu'ils peuvent contribuer de par cette position à anticiper et aussi gérer les crises quand elles vont survenir. Et enfin, on constate dans les pays anglophones comme le Ghana et le Nigeria aussi qu'il y a une pratique, c'est le forum informel des chefs d'État où on les voit souvent se rencontrer. Ce qu'on peut dire, c'est que cette pratique est très bien appréciée par l'opinion publique africaine. Peut-être qu'il faut aller au-delà et voir quelle est la perception des citoyens de ces États sur ce genre de cadre et aussi voir comment cela peut inspirer les autres États. Second niveau de la pratique et des principes, c'est que au niveau régional, on assiste quand même à une formalisation des principes de la pratique par la mise en place des conseils de sages auprès des organes en charge de médiation. Et ça, je fais référence à l'Union africaine et à la CEDEAO. Pour l'exemple de la CEDEAO, qui est notre organisation communautaire, l'organe de médiation et le Conseil de médiation et de sécurité, qui est l'organe en charge de la mise en œuvre de son mécanisme de prévention et de gestion des conflits, a en son sein
un conseil des sages. Et ce conseil est composé des personnalités politiques, morales et religieuses, dont certainement les anciens chefs d'État. Actuellement, ce conseil est présidé par l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a aujourd'hui des défis et des enjeux liés à la paix et à la stabilité qui sont deux conditions indispensables pour le progrès social dans notre sous-région, de telle sorte qu'on se pose des questions s'il ne faut pas évaluer ces principes et pratiques dans le sens de les adapter aux nouvelles exigences. Alors, revenons au Bénin, prenons le cas de notre pays d'abord. Est-ce qu'il y a un creuset d'anciens chefs d'État? Et ensuite, les crises, on en parle, il y en a eu. Que disent les prévisions juridiques dans ce sens, pour la gestion? Oui, pour notre pays, le Bénin, la loi n'organise pas en tant que telle une implication formelle des anciens chefs d'État dans la prévention et la résolution des crises. Mais on ne saurait dire qu'ils restent indifférents à les crises que connaît notre pays. Par contre, il faut essayer de lire la loi quand même pour constater qu'il y a des pistes d'analyse en termes de possibilités de leur implication. Quand vous prenez un ancien chef d'État au Bénin par exemple, il bénéficie d'une allocation de représentation qui fait 50% de ce qui est prévu par exemple pour le président de l'Assemblée nationale en termes de fonds spéciaux. Il bénéficie aussi d'un passeport diplomatique, de la couverture diplomatique, et quand il effectue des déplacements au nom de l'État, c'est-à-dire il a le même type de transport, d'accord, et de frais comme les présidents d'institutions constitutionnelles. Et donc on peut dire que la loi au Bénin a mis en place quand même un cadre qui en quelque sorte permet d'impliquer les chefs d'État dans la prévention et dans la résolution des crises. On va rappeler la loi dont il est question, la loi numéro 2009-18 du 15 juillet 2009. Exactement. Oui. Alors, nous avons des anciens présidents encore en activité. Là, on va revenir à l'actualité. Nous les voyons sur les fronts politiques et sociaux. Ma question, quel est le niveau d'implication de ces chefs d'État dans la prévention ou la gestion, la résolution des crises, et pour quels résultats à la fin? Alors, d'abord, les chefs d'État qui sont encore en activité sur le plan politique et social, cela peut être une limite à leur implication dans la résolution ou bien la prévention et la résolution des crises. Je m'explique. C'est vrai que le cadre juridique, c'est que la loi reste un peu insuffisant à ce niveau. Quand vous prenez l'exemple d'un pays comme la République démocratique du Congo, c'est-à-dire les anciens chefs d'État ont une obligation de réserve, sans pour autant écorcher leurs droits civiques et politiques. Peut-être qu'on aurait dû organiser les choses aussi de cette manière. Pourquoi je le dis? Si vous prenez par exemple la crise qui a opposé le Bénin et le Niger, nous avons constaté que vous allez constater que par exemple au moment où la crise avait commencé et la CEDEAO était toujours active sur la résolution de la crise, on a vu le président de la République du Bénin, l'ancien chef d'État du Bénin, le président Boni Yahi, qui, je crois, le 30 août, à travers une communication dans la presse, une intervention dans la presse, s'est dit être opposé aux sanctions de la CEDEAO. Or, le Bénin, qui est son État d'origine quand même, a participé au sommet des chefs d'État qui a pris la résolution
résolution des sanctions. Je pense quand même un droit de réserve à ce niveau aurait été très, très utile et très efficace, en ce sens qu'aujourd'hui, il se propose encore comme médiateur pour le Bénin et le Niger dans la même crise, si on sait que le différend aujourd'hui entre le Bénin et le Niger a sa source aussi dans des sanctions de la CEDEAO que le Bénin aurait mises en application comme tous les autres États quand même de notre espace communautaire, à commencer par le Nigeria. Alors, le niveau d'implication des chefs d'État pour venir sur ce point est aussi en fonction de leur notoriété, de leur légitimité, mais aussi de leur réseau et sphère d'influence en lien avec les acteurs de la crise. Ce n'est pas obligatoirement parce que c'est un ancien chef d'État qu'il peut être efficace dans la prévention ou la résolution d'une crise. Et un ancien chef d'État peut être efficace pour une crise donnée et ne peut ne pas l'être pour une autre crise. Donc il faut essayer de relativiser un peu. D'accord. Les résultats, le gain, ça revient à qui? Mais le gain revient naturellement d'abord aux États concernés, mais surtout aux acteurs impliqués dans la résolution de la crise. On a vu quand même que sur beaucoup de fronts de crise en Afrique, des anciens chefs d'État ont été mandatés, que ce soit par la CEDEAO, par l'Union africaine ou par l'ONU. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas dire de façon tangible qu'il y a eu de gains, de résultats en termes d'actions positives en tant que telles. On voit que, par contre, les chefs d'État en exercice s'en sortent encore très bien. Nous avons vu la crise entre la Côte d'Ivoire et le Mali, en ce qui concerne l'affaire des 49 soldats, où le président togolais Faure Gnassingbé s'est vraiment impliqué personnellement et a pu obtenir gain de cause, c'est que a contribué à la résolution de ces crises. On voit aussi sur d'autres fonds où la CEDEAO décide d'envoyer vraiment des chefs d'État en exercice. On a vu par exemple pour la situation du Niger, le président du Bénin, je pense, avait été désigné, le président de la Sierra Leone et un autre chef d'État devrait conduire une délégation au nom de la CEDEAO. Donc, on essaye de voir en fonction de la crise quels sont les acteurs qui offrent de crédibilité, de légitimité et qui sont dotés aussi de réseaux et sphères d'influence adéquats pour parler aux protagonistes et surtout à la partie qu'on estime partie à raisonner dans la recherche des solutions. Voilà. Merci à vous, Guidez-nous Steve Coton. Je rappelle, vous êtes juriste internationaliste, consultant, affaires politiques, spécialiste en gouvernance démocratique. Vous êtes également consultant média. En tout cas, beaucoup de casquettes. Hein? Tout le plaisir. Merci beaucoup. C'était l'œil de l'expert. Et juste après, c'est la rubrique en toute franchise. C'est l'heure de l'entretien avec notre invité, professeur Salif Désiré Baloubi. C'est l'heure de l'entretien en toute franchise sur le grand rendez-vous avec notre invité, professeur titulaire de chaire en anglais et linguistique appliquée dans l'État de Virginie aux États-Unis d'Amérique. Il est expert en communication publique et vous êtes un professionnel des médias avec plusieurs décennies de pratique. C'est un plaisir pour nous de vous avoir avec nous. Professeur Salif Désiré Baloubi, bonsoir. Bonsoir Christian Adedijan. Quel beau nom que vous portez avec beaucoup d'honneur. Je vous admire pour tout ce que vous faites, ce n'est pas des fleurs que je vous jette. On se retrouve ici avec grand plaisir, surtout dans un cadre tout nouveau à Abomey-Calavi. Merci bien. Alors, avant de revenir à l'actualité de ces dernières semaines qui met au devant de la scène internationale le Bénin et son voisin du Niger, évoquons d'abord la situation de base, les coups d'État, la série de coups d'État à répétition dans certains pays africains. Comment vous l'expliquez, ces changements brusques de régime?
Merci Christian d'Abidjan. Au fait, c'est pas brusque parce que il y a des causes lointaines. Il faut comprendre les causes, il faut les analyser pour savoir concrètement comment remédier à ce que j'appelle c'est un chaos. C'est un chaos parce que c'est pas les coups d'État qui vont régler la question de paix sociale, de cohésion nationale et de développement de l'Union sous-régionale, encore moins de l'Union africaine. J'estime que c'est ces raisons-là lointaines qu'il faut évoquer, analyser et comprendre. Notre émission ici, on ne dispose pas d'assez de temps pour justement, mais on peut quand même épiloguer un tout petit peu là-dessus. Oui, les coups d'État qui interviennent à répétition dans certains pays, le Mali qui en une année en connaît deux, on prend l'exemple de la Guinée, du Burkina Faso ou encore du Niger tout récemment, puisque c'est le Niger qui fait bien évidemment l'actualité. Et quand on écoute les uns et les autres, notamment les experts, on parle du sentiment anti-français. Est-ce une raison pour amener à ce genre de situation ? C'est paradoxal. La France nous a colonisés, on est à quand même à 64 ans au moins depuis l'indépendance, et puis on en est encore là à piétiner. Parce que, en toute franchise, Christian d'Abidjan, il y a le problème France-Afrique qui gêne. Même là où il n'y a pas encore coup d'État, on craint qu'il y en ait un. Et le sentiment anti-politique française de l'Afrique et non anti-français, parce qu'il faut faire la démarcation. Je crois que c'est cette politique qui n'est-ce pas, explique ce désamour. Si je dois donner des exemples concrets, le Mali, le Burkina Faso et le Niger viennent s'ajouter, et que ces trois pays se disent vraiment, nous devons conjuguer nos efforts pour nous retrouver ensemble. Encore que oui, en plus de sentiments anti-politiques français, il y a le terrorisme, et puis il y a aussi l'organisation sous-régionale qui ne fonctionne pas bien en faveur donc de l'évolution de la cohésion au sein de cette sous-région. Et puis voilà autant de raisons qui ont poussé à la création de l'AES. C'est bien dommage de désintégration en désintégration. Quand est-ce qu'on ira à l'union sous-régionale et à l'union africaine tant prônée par les pionniers d'Nkrumah, le panafricanisme que nous prônons, que nous chantons depuis longtemps, et vraiment moi ça me gêne, ça me brise le cœur. Voilà, l'ordre constitutionnel bien souvent bousculé, le rétablir, relancer les pays, ça devient un gros défi pour relever, un gros défi à relever par les nouvelles autorités qui prennent la tête des États. Alors les réalités du pouvoir en sont-elles pour quelque chose? Quand on observe un peu ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso, au Niger, au Mali, pour ne citer que ces exemples-là, un peu plus loin, le Gabon. Les réalités du pouvoir sont là pour expliquer certaines choses, surtout quand c'est militaire. Lorsque c'est militaire et qu'ailleurs vous avez des civils, la communication entre civils et militaires, c'est pas évident, parce que les autres, dans leur sémantique, dans leur façon de réfléchir, c'est tout à fait différent. Il est vrai, ils sont d'abord des citoyens de leur pays, mais des formations professionnelles obligent. Et ils ont développé un certain mécanisme, un certain, je n'appellerai pas un robotisme, mais ils ne sont pas moins au service de leur nation. Alors il faut savoir, n'est-ce pas, réconcilier les différences lorsque on veut communiquer entre civils et militaires, c'est-à-dire régime civil, régime militaire. Je vois qu'il y a lieu de faire un travail à ce niveau. Problème donc de communication et de l'état d'âme du militaire qui est là pour sécuriser la défense de la patrie, de l'intégrité territoriale. C'est comme ça réfléchit d'abord. Alors, bon, je ne vais pas devancer vos questions, mais j'ai suivi tout à l'heure la question donc de sécurité qui met le Niger sur la pointe des pieds quant à les recherches de
solution pour décrisper la situation de crise entre nos deux peuples, malheureusement. Mais on va y arriver et je pense que je peux vous donner certaines pistes qui pourraient aider aujourd'hui sur ce D'accord. plateau. Les coups d'État, ça prendra fin un jour? Les coups d'État, ça prendra fin un jour lorsque nous allons nous démarquer, lorsque nous allons retourner vers notre identité. Il faut vraiment retrouver son identité et ne pas continuer à nager dans les eaux qui ne sont pas les nôtres, à ne pas, n'est-ce pas, vouloir porter la coquille de colimaçon à la tortue. Et je veux dire concrètement, nous avons hérité de certaines habitudes qui ne sont pas les nôtres et nous avons jeté par la fenêtre, pour ne pas dire dans les océans, nos propres valeurs culturelles, linguistiques, sociologiques et morales et éthiques. Et c'est ça le fondamental. Quand nous reviendrons, n'est-ce pas, sur nos pas pour nous découvrir nous-mêmes, le connais-toi toi-même, et bien nous allons retrouver notre place de choix dans le concert des nations. Depuis juillet 2023, eh bien, on parle de cette situation du Niger, une situation qui a finalement provoqué une tension diplomatique entre Cotonou et Niamey, et elle perdure la situation de fermeture des frontières. On continue d'explorer les portes de sortie de crise sur la scène. Deux anciens présidents béninois se muent en médiateurs pour tenter un rapprochement et le rétablissement des relations d'État à État. Comprenez-vous la démarche de Nicéphore Dieudonné Soglo et de Boni Yayi? Je la comprends aisément, mais à long terme, je dois féliciter le président Talon et le général Tiani, parce que chacun défend son peuple de son côté. Et c'est très important. Vous savez, les peuples ou les États en matière de politique, il n'y a que des intérêts, on n'a pas des amis. Mais malheureusement, c'est pas ça heureusement que c'est pas ça notre culture en Afrique. Ici, il n'y a pas affaire d'intérêt, d'État, etc. Nos peuples sont, n'est-ce pas, dans une connivence, dans une complicité inextricable. On ne peut pas les séparer. C'est simplement la malheureuse conférence de Berlin de 84 à 85, c'est cela qui nous a divisés. Et c'est ça que les pères fondateurs de l'idée donc de panafricanisme Nkrumah, et qui disaient l'Afrique doit s'unir. Alors est-ce qu'on a besoin de chanter ça à un Béninois, Dahomey d'alors, ou à un Nigérien? Du point de vue des valeurs culturelles, nous partageons la même ère culturelle. Linguistique, quand vous parlez le dindi, le german entend. Je reviens de la Mecque, vous voyez, dans cet accoutrement, eh bien, j'ai vu un monde uni, un monde vraiment symbiose, n'est-ce pas, réuni à cause de la foi. Je crois que quand nous prenons le chemin de la politique, et ça ne va pas, nous devons prendre le chemin de la sociologie, le chemin de la foi. Et quand on a foi d'abord en soi, on a foi à un créateur unique, rien n'est impossible. Bien, quant à l'intervention des anciens présidents, Yayi Boni et Soglo, le président Soglo, je le connais mieux que Yayi Boni. Je le connais sincèrement parce que je parle souvent avec lui. Et il m'éduque, il me renseigne. Je crois que c'est toute une bibliothèque. Et vous savez, on dit dans nos jargons, là, dans les adages populaires, quand un vieillard en Afrique meurt, c'est toute une bibliothèque qui brûle. Eh bien, heureusement, nous avons inventé, le monde a inventé le numérique. Encore faudrait-il que ce numérique soit utilisé pour bien préserver et puis bien collecter. Et c'est cela que vous faites d'ailleurs ici, la collecte des données et les analyses et bien les préserver. C'est très important. Quant à Yayi Boni, j'ai très peu communiqué avec lui, mais ce n'est pas une raison pour ne pas pouvoir apprécier leur démarche. Je pense, contrairement à certains, que leur démarche n'est pas salutaire, mais elle est louable. C'est deux choses différentes. Elle est louable et nous devons donc apporter des compléments. Nous devons apporter des compléments. C'est dans ce cadre qu'à la Mecque, sur la Terre Sainte, nous avons pris une initiative avec l'honorable Malé Hosso, qui est le président de la fondation qui prône l'amour et la paix, de rencontrer les pèlerins nigériens. Nous les avons rencontrés à cœur ouvert, sans langue de bois. Nous avons parlé de notre foi. Nous avons parlé de l'opportunité qu'Allah, le tout-puissant, miséricordieux,
nous a donné, n'est-ce pas, en tant que Hajj et Hadja de 2024, de contribuer à la résolution de cette crise entre nos deux peuples qui doivent rester un seul et indivisible. Ils sont accueillis à bras ouverts et je pense qu'un début de dialogue s'est initié. Et bien, si on peut voir la lumière au bout de ce tunnel, de cette approche des présidents, tant mieux. Mais je pense que, comme nous le disons, trop de viande dans la sauce ne la gâte pas, mais on oublie aussi que trop de protéines, ça fait du mal. Ça fait à l'organisme. Voilà. Justement, on va marquer une pause avec ce que nous appelons la cassette. La cassette, c'est juste pour en vivre un peu tout ce que nous avons vécu en images, en propos, en quelques deux petites minutes et on revient. Voilà. Je peux vous rassurer que le Bénin n'a fait l'économie d'aucun effort, d'aucune humilité pour permettre le rétablissement de la concorde entre le Niger et le Bénin. Le président Tiani n'a pas reçu le ministre Adambi, que j'ai pourtant expressément chargé de lui remettre ma lettre d'apaisement et d'invite au rétablissement de la fraternité et de la libre circulation des personnes et des biens entre le Niger et le Bénin. Thomas Yahi Boni et Nicéphore Soglo ont été reçus en milieu de journée en audience par le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, le général Abdraman Tiani, en présence du Premier ministre de transition Ali Mahaman Lamine Zen. Les deux anciens chefs d'État béninois n'ont pas fait de déclaration à leur sortie d'audience. Ce mardi, l'essentiel des parutions traite cette actualité du dégel de la crise Bénin-Niger. En manchette, c'est Fraternité qui écrit ce matin que les lignes bougent au sujet de cette rencontre entre Talon Yahi et Soglo. Défi Info parle d'un début de solution de la crise Bénin-Niger. Le journal écrit que Yahi et Soglo sont de bons chefs d'État conciliants. Pour confirmer ce début de solution, c'est le Grand Mono qui donne ce matin les nouvelles du Niger. Le journal écrit que pour une sortie de crise, Tiani donne son accord pour la création d'une commission tripartite. Rencontre Talon Yahi et Soglo vers un rétablissement du dialogue entre le Bénin et le Niger, renchérit Matin Libre et L'Observateur. Je garde l'espoir que l'apaisement des relations entre le Niger et le Bénin ne saurait tarder davantage parce qu'il n'y a aucune raison qui justifie la méfiance et l'attitude de nos frères du Niger. Le temps de la protestation et des sanctions en raison du coup d'État qui a eu lieu au Niger est passé. Ce temps est passé pour tout le monde. Et il n'y a plus rien qui justifierait aujourd'hui que les autorités béninoises ne soient pas dans la bienveillance à l'égard des autorités nigériennes actuelles. Et voilà qui nous replonge un peu dans cette actualité. Deux anciens chefs de l'État, Boni Yahi et Nicéphore Soglo ont été reçus par le général Tiani il y a de cela quelques jours à Niamey, alors que quelques semaines auparavant, eh bien, le chef de l'État, Patrice Talon, a dépêché son ministre des Mines à Niamey, mais malheureusement, lui, n'a pas été reçu. Comment interprétez-vous ces différentes actualités? C'est politique, c'est entièrement politique, parce que, d'accord, ancien président, chef de l'État, le Bénin, je crois que je dois vous avouer que l'âge ne fait pas le sage. L'âge ne fait pas le sage, je ne le répéterai jamais assez. Je me parle d'expérience, on me parle de l'âge, c'est pas ça qui vous rend nécessairement sage. Nous devons rester sages et cette sagesse commence d'abord chez nous ici. Il faut mettre cette sagesse au service de la cohésion sociale et nationale et nous devons faire nos preuves dans ce sens. Vous savez, on peut faire une lecture de cette acceptation du président, l'ancien président Soglo et puis le président Yahi Boni. Je vous ai dit
dit que je connaissais mieux le président Soglo. La vision, c'est une question de vision. La vision du président Soglo est beaucoup plus panafricaniste, au-delà de divergences de points de vue politiques entre lui et puis, n'est-ce pas, le gouvernement de la rupture. Le président Soglo voit l'Afrique tout entière. Il m'a d'ailleurs souvent parlé du collectif, du forum des anciens présidents qui était dirigé par le feu Nelson Mandela, et la direction leur serait confiée à lui, et puis Obasanjo du Nigeria. Vous voyez, donc il m'a presque jamais parlé avec amertume de la politique interne. Mais quant au président Yayi Boni, bien sûr, il fut envoyé en Guinée pour être un médiateur. Mais je dois vous avouer que sans langue de bois, qu'il ne faut pas faire économie de mots et de sincérité. Vous voyez, pour être médiateur, il faut être neutre. Et la neutralité ici, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas vos points de vue. Mais lorsque vous êtes un critique acerbe de l'un des éléments qui sont, n'est-ce pas, dans ces situations que vous voulez décompter, eh bien, celui qui vous reçoit, il a une largesse, une ouverture. Il est ennemi ou opposant à Patrice Talon. Pour le président Soglo, j'espère que le président Tiani a compris que oui, l'âge et puis les expériences et puis la vision de Soglo, quand même, ça fait la différence. Vous voyez, il y a un peu de doute quant au président Yayi Boni, qui est le président d'un parti politique d'opposition. Il est vrai, quand il y a intérêt national en jeu, il faut nécessairement laisser de côté son parti politique. Et il ne faut pas attendre qu'il y ait des crises, moi je pense. Et moi, c'est ma vision, c'est mon approche que je propose. Il faut toujours mettre la patrie avant le parti politique. C'est pourquoi j'étais d'accord avec quelqu'un qui disait, vous ne pouvez pas sur un plateau de télé et critiquer de façon, n'est-ce pas, sans limite, n'est-ce pas, votre pays. Bien sûr, si on veut décresper cette situation, on veut régler cette crise, il faut être dans une certaine neutralité relative, je dois dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre à culpabiliser les uns et disculper les autres. C'est pas de ça qu'il s'agit, parce que nous sommes tous coupables. Nous sommes tous coupables d'un côté comme de l'autre. Il y a l'un qui a reconnu ses erreurs. Et vous avez entendu le président Talon parler, nos frères, cela dit tout pour moi, nos frères. C'est très important. Nous devons donc agir dans ce sens. Je salue l'initiative des deux anciens présidents. Je les encourage et je nous encourage tous à apporter de l'eau à ce modèle. Et l'écoute également des deux présidents, Patrice Talon et Abdourahmane Tiani. Alors, avec ce nouveau développement, cette démarche qui est en train d'être menée, avec la création ensuite d'une commission tripartite, voyez-vous ce que vous êtes en train de voir venir, la paix des braves entre Talon et Tiani? Je n'ai pas l'habitude d'être pessimiste, mais je pense que pour que ça aboutisse, il faut renforcer cette solution. Parce que étudions la sociologie quand même de nos pays, étudions la foi religieuse de nos pays. Le Niger, comme vous vous en doutez, est à 98%. À 98%, c'est des musulmans. C'est très important. La foi les réunit, vont à la mosquée 5 fois par jour. Ils font d'autres prières qu'on appelle surrogatoires. C'est-à-dire, c'est pas obligatoire, mais on en fait. Mais quand on prie autant et qu'on prend la peine d'aller à la Mecque, et bien on ramène des bénédictions qu'on doit partager avec les autres. Moi je pense, et le Bénin ici, un quart de la population quand même du Bénin, c'est des musulmans. Je pense qu'il faut aussi explorer cette piste, c'est-à-dire ajouter cet élément. C'est très fondamental. Les musulmans, c'est-à-dire la foi ici, il n'y a pas de politique. Il n'y a pas de politique. Il n'y a pas meilleure diplomatie que de toucher le cœur et la foi des uns et des autres. Vous voyez.
Et c'est cela que je propose. Je voudrais qu'on ajoute cette branche à l'arbre que nous voulons aller planter, n'est-ce pas, malheureusement, entre les frontières arbitraires entre nos deux pays. Voilà. La posture de l'ancien chef de l'État, vous trouvez l'acte posé par les deux vraiment très salutaire. Alors, louable. Louable, pas salutaire. Louable. Vous trouvez cela louable. Alors, je vous pose la question de savoir quel est alors le rôle d'un ancien chef de l'État dans la prévention, la résolution des conflits. Voilà. Je pense que c'est très important. Quand on a été chef d'État, c'est qu'on a déjà tout vu. Quand on a donné sa vie, quand on a risqué sa vie pour servir ce peuple, c'est toute une série d'expériences qui n'ont pas d'équivalence. Et très peu ont eu cette chance de se trouver dans ce fauteuil à grand risque et qui aient pu survivre les déboires et tous les défis. Moi, je pense que leur rôle est fondamental, mais il ne faut pas le faire sporadiquement, il ne faut pas le faire de façon circonstancielle, il faut le faire en permanence. Vous savez, j'ai vu, paix à son âme, l'ancien président Hubert Mangas siéger au Conseil social et économique au pays, et vraiment ça me réchauffait le cœur. J'ai vu dans d'autres pays les anciens présidents qui savent raison garder et qui, n'est-ce pas, ne se prononcent pas en faveur ou contre nécessairement, mais qui donnent des conseils au président en exercice, parce que président aujourd'hui, ils seront anciens présidents demain, et ce qu'ils ont acquis comme expérience, eh bien, il faut partager avec ceux qui sont dans des situations, même s'ils réussissent, il faut leur montrer comment ils auraient pu réussir davantage. Cela devait être leur rôle, indépendamment des problèmes, des appréciations qui ne sont pas nécessairement, n'est-ce pas, et ils ne sont pas obligés de partager les mêmes points de vue, parce que les visions sont différentes. Vous voyez, je n'ai pas vu dans des pays démocratiques, bien sûr, vous voyez, quand on est ancien président, on ne se met pas plein la gueule pour aider les gens à déferler et puis à riposter ou à protester. Moi, j'ai trouvé un peu gênant que le président Yahya Boni, je ne le juge pas, mais je trouve ça un peu gênant qu'il soit le président de son parti au lieu de laisser ce poste-là aux jeunes électromobilités avec qui je ne partage pas toujours les mêmes points de vue. Parce que moi, on me demande de quel bord je suis. Je dis, ceux qui sont d'un bord sont à la périphérie de la réalité. Il faut être au centre, c'est-à-dire la patrie. Voilà. Merci à vous. Je vous en prie. Nous sommes au terme de notre séquence en toute franchise. Merci beaucoup. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes le professeur Salif Désiré Baloui, professeur de linguistique appliquée. Merci d'être passé sur ce plateau pour nous apporter un peu votre opinion sur l'actualité. Le grand rendez-vous, mesdames et messieurs, eh bien, c'est terminé pour cet épisode. Retrouvez ce programme en replay sur nos différents canaux digitaux. Portez-vous bien et au prochain numéro.